Bonjour à tous et à toutes. Alors, je crois que je vais commencer tout de même ma conférence avec quelques petits rappels, parce que, à force d'oublier l'histoire, on finit par toujours redémarrer les choses. En 2008, Xavier Darcos publie un décret qui, pour la première fois, généralise la semaine de 4 jours en France. Ça n'a jamais existé auparavant. Avant, il y avait des expérimentations avec certains départements ou des communes, des villes comme Lyon par exemple, avaient essayé les 4 jours, mais c'était dérogatoire, c'était des choix qui étaient faits. Ça n'était pas généralisé comme ça l'a été avec le décret de Xavier Darcos de 2008. Je voudrais quand même rappeler que si ce décret est sorti, c'était uniquement pour respecter la promesse de campagne de Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré qu'il fallait rendre le week-end aux familles. À quelles familles? Les familles les plus aisées. Et de ce fait, la semaine de 4 jours a été imposée parce qu'on a supprimé le samedi matin, mais on ne s'est pas contenté de supprimer le samedi matin, puisqu'on a également supprimé 2 heures d'enseignement pour les enfants. Et moi qui ai commencé ma carrière comme professeur de maths, je dois dire qu'on est quand même arrivé là avec une équation totalement insoluble. On a alors demandé aux enfants de faire un programme qui restait le même, on n'avait pas changé le programme pour autant, de mieux réussir ce programme, puisque évidemment il fallait qu'ils réussissent mieux, mais avec moins de temps. Et comment faire? C'est une équation impossible. En tout cas, il faut aussi se rappeler que si ces 2 heures ont été supprimées, c'était des raisons purement économiques, puisque c'est Luc Ferry qui, quelques mois après la rentrée de 2008, avait dit que ces 2 heures qui étaient renvoyées aux enseignants tout venant pour prendre en charge les enfants en difficulté allaient permettre de faire des économies sur plus de 8000 postes d'enseignants spécialisés qu'on allait retirer, ce qui a été fait, puisqu'effectivement les RASED ont été laminés à partir de ce moment-là. Il y a eu beaucoup de postes d'enseignants spécialisés, de psychologues scolaires qui ont disparu purement et simplement. Donc c'était de pures raisons économiques, ça n'était absolument pas pour mieux respecter les besoins des enfants, pas du tout. Et je crois qu'il faut quand même le rappeler, parce qu'on est devenu quand même le seul pays au monde à avoir des semaines scolaires de 4 jours. Ça n'existe absolument nulle part ailleurs. Luc Chatel avait cru bon de lancer une grande concertation, qui a été une concertation publique en 2010. Il avait publié un rapport, cette concertation avait publié un rapport qui disait qu'effectivement, la semaine de 4 jours n'était absolument pas bonne pour les enfants et qu'il fallait revoir la copie. Luc Chatel s'était lancé dans l'opération pour essayer de convaincre les enseignants et l'ensemble des partenaires sur le retour à une autre semaine. Malheureusement, en décembre 2011, il a jeté l'éponge en disant que le dossier était trop sensible et qu'il ne voulait pas s'y attaquer quelques mois avant les prochaines présidentielles. Et c'est donc avec les présidentielles de 2012 que Vincent Peillon s'est attaqué à la question et effectivement avait dit, lorsqu'il a été nommé ministre, qu'il reviendrait à la semaine de 5 jours. C'est exactement ce qu'il avait dit sur le perron du ministère. Et ça, c'était en mai 2012. Nous reviendrons à la semaine de 5 jours et nous laisserons au territoire le choix entre le mercredi et le samedi. Malheureusement, le décret tel qu'il a été publié en janvier 2013 n'a pas répondu à cette promesse de Vincent Peillon, puisque non seulement on ne parle pas de semaine de 5 jours, mais on parle de semaine de 9 demi-journées, ce qui n'a pas du tout le même sens, et on impose le mercredi en rendant dérogatoire le samedi matin, ce qui est tout à fait dommage, parce que je pense que si on avait laissé la possibilité de le faire à égalité de choix, on aurait pu avoir plus de samedi matin choisis par les communes, parce que j'en ai rencontré beaucoup de communes dans lesquelles on aurait voulu pouvoir mettre le samedi matin, mais comme il était dérogatoire, ça a été rendu assez difficile. Donc je voulais rappeler ça, parce que ce n'était pas pour rien que cette réforme a été lancée, et d'ailleurs, c'est une réforme pour laquelle il avait été dit au moment de la concertation de l'été 2012, lorsque le rapport a été remis à François Hollande, celui-ci avait dit que la réforme des rythmes n'est pas la clé de tout, mais c'est le premier levier de la réussite.
Et c'était ça l'enjeu, le levier de la réussite. Ce qui a d'ailleurs été repris par Vincent Peillon, qu'il a écrit dans la lettre qu'il a envoyée à tous les maires de France en janvier 2013, en disant qu'il s'appuierait sur eux pour que la réussite des enfants soit au rendez-vous, parce que grâce à cette réforme, l'école devait fondamentalement changer, que c'était le premier levier de la refondation de l'école et que les enseignants devaient changer leurs pratiques et que le fonctionnement de l'école devait évoluer à partir d'un projet éducatif de territoire qui impliquerait l'ensemble des partenaires éducatifs. Donc ça aussi, il faut le rappeler, parce que l'ambition était bien celle-là, permettre aux enfants de mieux réussir. C'était vraiment la volonté de cette réforme et également de refonder l'école, de changer profondément le fonctionnement de l'école. Tous les discours, aussi bien de François Hollande que de Vincent Peillon que de Jean-Marc Ayrault, vont dans ce sens-là en 2013, y compris quand Jean-Marc Ayrault rencontre les recteurs et les DAZEN pour leur dire qu'il compte sur eux pour que des innovations apparaissent et qu'on soit vraiment dans la refondation de l'école. Autre petit rappel également, pour la première fois en France, le projet éducatif de territoire fait partie de la loi de refondation de l'école. Il est intégré dans la loi de refondation de l'école. Malheureusement, il n'a pas été rendu obligatoire, il est juste affiché comme étant important à mettre en œuvre. Il est resté malheureusement contractuel, enfin, c'est-à-dire que si on voulait avoir les moyens de la CAF, il fallait qu'il y ait un PEDT, donc c'était juste lié à ça. Il est dommage qu'il n'ait pas été rendu obligatoire parce que je pense que c'était vraiment quelque chose qui aurait pu bousculer l'école et faire en sorte que la refondation se fasse dans d'autres conditions. Ça, c'est tout à fait dommage. Mais en tout cas, il est bel et bien dans la loi de refondation. Et ça, on ne doit pas non plus l'oublier, parce que ça veut bien dire qu'on considère que l'enfant et son éducation a besoin de l'école, bien évidemment, mais a besoin également d'autres partenaires. Et ça, c'est une réalité. Donc effectivement, pour moi, c'était une réforme tout à fait importante. Et j'ai de fait eu la chance de rencontrer beaucoup de maires qui m'ont demandé de les accompagner, qui ont fait que j'ai travaillé dans ces communes pour mettre en place une organisation qui permet véritablement de respecter les besoins des enfants, de respecter leur rythme biologique. Alors c'est vrai que j'avais eu plusieurs regrets. Le premier avait été qu'on a lancé trop rapidement cette réforme sans prendre le temps de faire les formations et les informations qui étaient nécessaires. Parce que pour avoir fait, je crois que je suis ce soir chez vous à ma 645e intervention. C'est vous dire que j'ai rencontré quand même beaucoup de monde, énormément de monde. Mais partout où je suis passée, je me suis rendu compte qu'on m'a dit « mais on ne savait pas tout ça, on ne connaissait pas les rythmes biologiques ». Donc tout le monde réclame de les respecter, mais personne ne les connaît. C'est un peu compliqué quand même. Donc le premier travail aurait dû être celui-là, de prendre le temps de former, d'informer l'ensemble des partenaires sur ce que sont les rythmes biologiques. Alors les rythmes biologiques, ce n'est pas nouveau, et la réforme des rythmes scolaires, ce n'est pas nouveau non plus, puisque depuis le début des années 80, existent des contrats d'aménagement des temps de l'enfant qui permettaient justement que les écoles s'approprient ces contrats-là pour pouvoir faire des expériences que je fais depuis le début des années 80 pour aménager autrement les temps des enfants. Quand je dis que la réforme des rythmes scolaires, ce n'est pas quelque chose de nouveau, il faut quand même savoir que rythme scolaire, c'est un terme. C'est un terme qui a été créé à la fin des années 70, pas du tout par hasard. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 50-60, il y a eu beaucoup d'expériences menées en France pour confirmer l'existence des rythmes biologiques. Et il a fallu ces expériences-là pour confirmer les hypothèses qui existaient autour de l'existence des rythmes biologiques. Ça a donné naissance à une nouvelle science qu'on appelle la chronobiologie, qui a alors été reconnue par l'Académie des sciences. Et donc, à partir du moment où on a reconnu l'existence des rythmes biologiques, tout le monde a commencé à s'interroger pour savoir si finalement on les connaissait bien et on les respectait suffisamment. Il y a donc eu tout un bouillonnement intellectuel dans les années 70 autour de cette thématique-là. Respecte-t-on bien les rythmes biologiques des enfants ?
Et d'ailleurs, ce bouillonnement intellectuel, il a été marqué par la publication de 2 ouvrages qui ont été importants. Le premier, c'est celui d'un des pères de la chronobiologie française, Alain Reinberg, qui vit toujours, mais qui est un très vieux monsieur aujourd'hui, et qui avait publié un ouvrage qu'il avait intitulé « Des rythmes biologiques à la chronobiologie ». Et dans ce livre, il consacre toute une partie à l'enfant pour montrer à quel point il est important de respecter les rythmes biologiques chez l'enfant dès sa naissance et jusqu'à sa vie adulte. Mais, avait-il ajouté dans cette partie, si on veut bien les respecter, il faut d'abord bien les connaître. Donc effectivement, c'était pour moi fondamentalement important. C'est parce que j'avais lu ce livre à l'époque que quand j'ai commencé mes expériences en 1980, au début des années 80, j'ai d'abord passé du temps à former et informer tous ceux qui participaient au projet sur les rythmes biologiques des enfants et ce qu'ils sont et comment les respecter. Et puis il y a un deuxième livre qui a été important, c'est celui de Guy Vermeil, qui était un pédiatre et qu'il avait intitulé « La fatigue à l'école ». Et dans ce bouquin, il met en évidence toutes les causes de fatigue des écoliers, des enfants. Un bouquin qui a été publié à plusieurs reprises. Et en 2001, ce même pédiatre fait une conférence au sein d'un congrès. Et là, des gens l'interrogent sur ce livre, en lui demandant si en 2001, il est toujours aussi valide, si on peut toujours l'utiliser. Et Guy Vermeil avait répondu qu'évidemment, toutes les causes de fatigue qu'il avait mises en évidence dans ce bouquin à la fin des années 70 étaient toujours valides en 2001, disant même « Je pense qu'en 2001, les enfants sont encore plus fatigués qu'ils ne l'étaient dans les années 70, pour des tas de raisons. » Mais avait-il ajouté « Certes, ce bouquin, je pourrais le republier aujourd'hui, mais je changerai le titre. Je ne l'intitulerai plus « La fatigue à l'école », je l'intitulerai « La fatigue des enfants ». Et ce qu'il expliquait à travers ça, c'est qu'on se trompe en pensant que l'école est le seul facteur de fatigue des enfants, que la fatigue de l'enfant, elle est multicause, elle est multisource, et que si tous ceux qui sont responsables d'une cause de fatigue de l'enfant, d'une source de fatigue de l'enfant, ne prennent pas conscience de leur responsabilité par rapport à ça, effectivement, la fatigue de l'enfant sera toujours présente. Donc, il est évident que c'est d'importance capitale que de faire que tous ceux qui ont un rôle éducatif auprès de l'enfant soient informés sur ce que sont les rythmes biologiques de l'enfant. Et je disais donc que dans les années 70, ces 2 livres avaient fait vraiment, avaient eu beaucoup d'importance, et il y a eu tout un bouillonnement intellectuel autour de ça, qui a conduit à un Conseil économique et social en 1979 qui n'a porté que sur ce thème, sur le thème de respecter les rythmes biologiques des enfants par rapport à l'école. Et donc, ce Conseil économique et social a publié un rapport qui est sorti en 1980 et c'est au moment de ce bouillonnement intellectuel que le terme rythme scolaire est apparu. Et en fait, ce rapport propose une réorganisation du temps de l'enfant et du temps scolaire de l'enfant autour de la journée, autour de la semaine et autour de l'année 1980. On est en 2017 et on en parle toujours. Donc en 1980, il y avait déjà toute une série de propositions pour refonder la semaine, la journée, la semaine et l'année des enfants. Mais en tout cas, ce terme est apparu à ce moment-là. Et effectivement, il est resté, mais je trouve un petit peu dommage que ce soit ce terme-là qui soit utilisé. Et moi, je préfère très largement parler d'aménagement des temps de l'enfant, parce que c'est l'ensemble des temps de l'enfant qui sont importants. Et quand je dis que je préfère utiliser ce terme-là, c'est parce que rythme scolaire a été créé pour dire qu'il fallait modifier les emplois du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. C'est ça qu'il signifie, le terme rythme scolaire. Réaménager les emplois du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. Et c'est quelque chose que je trouve d'assez désolant parce qu'on ne s'intéresse qu'à l'emploi du temps scolaire. Ce n'est pas désolant en soi parce que c'est important de s'intéresser aux emplois du temps scolaire, et je continue de m'y intéresser d'ailleurs, mais je pense que c'est l'ensemble des temps des enfants qui doivent être pris en considération. Le temps scolaire, c'est aujourd'hui, depuis 2008, 864 heures annuelles. Ça, c'est le temps obligatoire que passe un enfant en classe devant son enseignant, de manière obligatoire. 864 heures annuelles.
Alors c'est vrai que quand on dit en bloc 864 heures, on a l'impression que c'est beaucoup, que dans les autres pays ils en ont moins. C'est pas vrai, hein. On est à peu près à la moyenne des pays au niveau international du point de vue du nombre d'heures de classe dans le pays. Donc on n'est pas ni trop haut, ni trop bas, on est à la moyenne. Mais ce qu'il faut surtout entendre, c'est que 864 heures, c'est moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. Le temps de vie total d'un enfant, c'est 24 heures que multiplie 365 jours. Quand on fait la multiplication, on aboutit à 8760 heures. Donc vous voyez bien que 864 heures scolaires, c'est moins de 10% des 8760 heures de temps de vie de l'enfant. Alors bien sûr, dans ces 8760 heures, il y a son temps de sommeil, mais qui finalement ne représente à peu près que 43% de ce temps-là. Ce qui veut dire qu'il reste quand même un pourcentage important du temps de vie de l'enfant qui est le fait des parents, de la famille, mais qui est le fait également de tout ce qui est collectivité en dehors du temps scolaire. Donc, le temps de vie de l'enfant concerne tous les acteurs éducatifs qui s'occupent de l'enfant. Et c'est pour ça que le projet éducatif de territoire avait autant d'importance, parce qu'il devait rassembler l'ensemble des acteurs éducatifs pour être co-construit et faire en sorte que ce projet réponde à un meilleur aménagement des temps de l'enfant. Et ça, c'est fondamental pour moi. Il faut que ce soit un PEDT co-construit par l'ensemble des partenaires, parce que tous ont une part de responsabilité, qu'ils soient parents, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient animateurs, qu'ils soient intervenants, les élus, bien évidemment, ils ont leur responsabilité dans ce PEDT, et c'est ensemble qu'on peut construire quelque chose qui va répondre aux besoins des enfants. Alors ces rythmes biologiques qu'on devait connaître, qu'on devait apprendre à connaître, on a oublié complètement, on les a totalement oubliés, puis on a oublié vraiment de faire un travail de formation et d'information autour d'eux. Je vais rappeler quelques grands principes par rapport à ces rythmes biologiques. Le premier principe, c'est que c'est une propriété de la vie. Tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, possèdent des rythmes biologiques. Que ce soit les plantes, que ce soit des algues unicellulaires, possèdent tous des rythmes biologiques. C'est une propriété de la vie. Le deuxième principe important à avoir en tête, c'est que ces rythmes sont génétiquement programmés. Ça veut dire que chacun d'entre nous possède un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques et qu'il existe donc des différences interindividuelles puisque nous n'avons pas tous le même rythme biologique, les mêmes rythmes biologiques. On sait aujourd'hui qu'il n'y a que les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui viennent du même œuf, qui ont les mêmes rythmes biologiques. Dans une même fratrie, on peut avoir autant d'enfants que de rythmes biologiques. C'est sûr que pour les parents, quand il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de rythmes, ce n'est pas facile à gérer. Pourtant, ça devrait l'être. Ça doit être pris en considération. Ces différences interindividuelles sont importantes parce qu'effectivement, elles génèrent des typologies qui font qu'on n'est pas tous identiques par rapport aux besoins. Et on doit apprendre à connaître ça également. Savoir également que du point de vue de nos rythmes biologiques, nous avons des tas d'horloges au niveau de l'organisme qui fonctionnent. Toutes nos cellules possèdent des horloges biologiques. La plupart de nos organes possèdent des horloges biologiques. Que ce soit le foie, que ce soit la vésicule, que ce soit les reins, que ce soit le cœur, voilà. Et puis, au niveau du cerveau, on a plusieurs horloges biologiques également. Et donc, l'objectif de respecter les rythmes biologiques, c'est de faire que toutes ces horloges fonctionnent en phase, fonctionnent de manière synchronisée. C'est ça qui est important. C'est même ça qui est très important, et c'est ça qu'on oublie trop souvent, parce qu'on a l'impression qu'on peut bouger les choses comme on le veut, finalement, on s'adaptera toujours. Il faut savoir que non, on ne s'adapte pas toujours, et que plus on est jeune et moins on s'adapte justement, plus on a besoin de régularité. De plus en plus d'ailleurs, tous les médecins militent pour qu'il y ait plus de régularité dans nos rythmes biologiques, parce qu'on s'aperçoit que ça a des conséquences sur la santé de beaucoup de personnes, y compris des adultes. Donc cette régularité est importante. Elle est importante évidemment pour les enfants. Et que faut-il faire pour la respecter ? Eh bien, il faut respecter cette synchronisation des horloges. Alors juste prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, nous avons dans l'organisme humain des rythmes qui ont des périodes différentes. La période, c'est la durée
qui sépare l'apparition d'un événement nouveau et sa réapparition à l'identique. Parce que l'événement rythmé, c'est un événement qui se reproduit à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. Et donc la période de ce rythme, c'est la durée qui sépare l'apparition de cet événement avec sa réapparition à l'identique. Et chez l'humain, on considère qu'il y a 3 grandes catégories de périodes. Il y a d'abord la période circadienne. Circadienne, c'est autour du jour, environ 24 heures. Donc c'est la principale, j'ai envie de dire, celle qu'on a tous les jours. La période infradienne, où là, la période est de plus de 24 heures, elle est plus longue, menstruelle, annuelle, etc. Et puis la période ultradienne, qui elle est plus courte, qui est moins de 24 heures, avec parfois des périodes très très courtes, comme celles que l'on a sur le rythme cardiaque ou sur le rythme respiratoire. Donc ce sont ces 3 grandes périodes qui nous gouvernent finalement, qui gouvernent l'organisme humain. Par rapport à la période circadienne, il faut savoir que nous avons une multiplicité d'horloges qui ont une périodicité circadienne. Et comme je viens de le dire, pour respecter nos rythmes, il faut respecter la synchronisation de ces horloges à partir du moment où elles ont la même périodicité. C'est ça qui est fondamental. Nous avons le rythme veille-sommeil, qui est circadien, au cours duquel on a un état de vigilance qui apparaît et qui a une rythmicité circadienne puisqu'il passe par un creux en milieu de nuit et que 12 heures après être passé par ce creux, il passe à nouveau par un creux en début d'après-midi. Nous avons également la température centrale qui a elle aussi une rythmicité circadienne, qui elle aussi passe par un creux dans la nuit en même temps que la vigilance, qui elle va commencer à augmenter 1h30 environ avant le déclenchement de notre horloge d'éveil spontané. Je parle bien de l'éveil spontané de chacun d'entre nous et pas le déclenchement du réveil que l'on fait sonner pour ne pas être en retard au travail où on doit aller ou bien pour préparer les enfants, etc. Ce n'est pas la même chose. Ça dépend. Chez certains, ça peut être la même chose. On sait que dans la population globale, cette horloge d'éveil spontané varie selon les individus entre 6 et 9 heures du matin. Donc il y a des personnes pour lesquelles l'horloge d'éveil spontané sonnera toujours à 6 heures du matin. Il y a quelques personnes, elles sont beaucoup moins nombreuses, pour lesquelles l'horloge d'éveil spontané ne sonnera qu'à 9 heures. Selon l'heure à laquelle on démarre le travail, les choses sont plus ou moins compliquées, selon le moment où on s'éveille spontanément. En tout cas, la température commence à augmenter environ 1h30 avant le déclenchement de cette horloge d'éveil spontané. Elle atteint un plateau dans la matinée et 12 heures après être passée par un creux dans la nuit, elle baisse à nouveau, en même temps que la vigilance. Elle va remonter quelque peu dans l'après-midi, mais baisser significativement en fin de journée, à un moment où chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte, on peut d'un seul coup ressentir un frisson et se mettre à bâiller en même temps. Mais malheureusement, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, alors qu'on ressent ce frisson, on n'y prête pas attention. Tout simplement parce qu'on est occupé à faire des choses hyper intéressantes ou bien très importantes et donc on ne s'arrête pas, on continue et on finit par se dire 10 minutes après, on a eu bien raison puisque là maintenant j'ai repris mon allant, je peux continuer, il n'y a pas de problème. Et pourtant si, c'est une erreur parce que cette baisse de température que l'on ressent à travers le frisson signifie une seule chose, c'est que le sommeil est prêt à démarrer. C'est ça que ça veut dire. On est prêt à s'endormir. Donc quand les enfants disent qu'ils ont froid, on doit l'entendre et on doit leur faire comprendre que c'est le moment d'aller dormir. C'est absolument fondamental. On a une troisième horloge qui est une hormone importante, c'est l'hormone du stress, on l'appelle le cortisol. Et c'est pareil, ce cortisol, il passe par un creux dans la nuit, en même temps que la vigilance et la température, mais lui, il va atteindre très vite son pic, puisqu'il atteint son plus haut niveau juste avant notre éveil spontané. Et c'est ce pic de cortisol qui éveille l'organisme et qui lui dit qu'il est prêt à démarrer sa journée. Ce niveau de cortisol est bon tout au long de la matinée. 12 heures après être passé par un creux, il baisse à nouveau. Et contrairement à la vigilance et à la température, le cortisol ne retrouvera jamais son bon niveau du matin. Il ne cesse de baisser doucement tout au long de l'après-midi
pour évidemment baisser fortement quand le sommeil est prêt à arriver. Et puis la 4e horloge circadienne, c'est la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui, elle, voit sa synthèse, elle est synthétisée dans une glande du cerveau, et sa synthèse est complètement inhibée au moment de notre éveil spontané. Et à l'inverse, c'est au moment où l'endormissement va se faire que la synthèse se remet en route. Et c'est la remise en route de la synthèse de mélatonine qui va provoquer l'endormissement. Donc respecter nos rythmes biologiques, c'est respecter la synchronisation de ces 4 horloges, où on voit bien qu'elles fonctionnent de manière identique, elles passent par le même creux dans la nuit en même temps, elles passent par le même creux en début d'après-midi en même temps, et elles se mettent en route, elles se déclenchent en même temps ou elles s'arrêtent en même temps. Donc c'est très important de rappeler ça, parce que c'est ça qui va permettre le bien-être que l'on ressent dans la journée quand on a eu une bonne nuit de sommeil. Et puis, par rapport à l'ensemble de nos rythmes biologiques, je voudrais revenir sur un autre rythme qui est très important, qui est celui du sommeil. Le sommeil, c'est un état très fragile, mais un état très complexe aussi. C'est un état fragile parce qu'on sait que tout ce qui se passe au cours d'une journée va avoir des répercussions sur le sommeil. Si la journée s'est bien passée, le sommeil sera de bonne qualité. Mais si la journée a été très stressante et pleine de tracas et de soucis, on aura bien plus de mal à s'endormir et la qualité du sommeil s'en ressentira. Ça, c'est évident. En tout cas, le sommeil, il a une double périodicité. Il fait partie du rythme veille-sommeil, qui est circadien. Donc il a cette rythmicité circadienne. Mais il est également constitué d'une succession de cycles de sommeil qui ont tous la même durée, à peu près 90 minutes. Et à la fin de chacun de ces cycles de sommeil de 90 minutes apparaît un stade de sommeil particulier qui va réapparaître cycliquement toutes les 90 minutes au cours de la nuit. Ce qui fait dire que le sommeil a une rythmicité ultradienne d'une périodicité de 90 minutes, à cause de cette réapparition cyclique de ce stade de sommeil. Malheureusement, on sait aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le sait, que les contenus des cycles de sommeil ne sont pas les mêmes quand on est en début de nuit et quand on est en fin de nuit. Ce ne sont pas les mêmes. Il y a une évolution tout au long de la nuit du contenu de chacun de ces cycles de sommeil. Et donc, on doit respecter l'entièreté de la nuit pour être sûr d'avoir les contenus de chacun de ces cycles de sommeil. Le premier cycle, il apparaît après l'endormissement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'endormissement, il est lié au fait que la température baisse, le cortisol baisse, la vigilance baisse, et la synthèse de mélatonine se met en route. La mélatonine est une hormone excessivement importante, très importante, qui a un rôle très, très grand sur l'ensemble de l'organisme et qu'on étudie beaucoup depuis quelques années. Mais ce qu'il faut savoir d'elle, c'est que c'est une hormone complexe, elle aussi. Elle a besoin tous les jours d'être rechargée, comme votre téléphone que vous débranchez pour le recharger. C'est exactement pareil. Or, pour qu'elle puisse être rechargée, elle a besoin de lumière naturelle. Elle a besoin de la luminosité naturelle. Ça veut tout simplement dire que, quel que soit le jour de l'année, il faut impérativement qu'on ait un minimum de 30 minutes de lumière naturelle pour être sûr de recharger notre mélatonine. C'est indispensable. Mais quand arrive le soir, pour que sa synthèse se mette en route, elle a besoin cette fois d'être dans l'obscurité. Tant qu'elle n'est pas dans l'obscurité, la synthèse ne se met pas en route. Ça veut dire quoi ça aussi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on doit être dans une chambre obscure, ça c'est la première chose, mais surtout qu'on doit interrompre tous les écrans. Et que tous les écrans devraient être éteints au moins 1 heure avant l'endormissement. Pourquoi les écrans ? Parce que les écrans renvoient un flux bleuté, qui est un flux très proche de la lumière naturelle. Et l'horloge centrale, qui est majeure parce qu'elle a un vrai rôle de chef d'orchestre, elle se situe derrière les yeux. Elle est juste derrière les yeux. Et donc cette horloge reçoit tous les influx de l'environnement. Et c'est elle qui, parce qu'elle voit qu'on passe du jour à la nuit, est capable de dire aux horloges s'il faut se mettre en route ou s'arrêter. Elle joue vraiment ce rôle de chef d'orchestre. Quand elle reçoit ce flux bleuté, cette horloge est trompée. Elle ne sait pas que ça vient d'un écran, elle est persuadée que le jour continue.
Donc elle n'envoie pas les bons messages aux horloges périphériques pour se mettre en route et pour que la synthèse de mélatonine se mette en route. Et ça a vraiment été constaté par toutes les recherches qui ont été menées. Ces écrans, ces flux bleutés génèrent une activation artificielle qui est complètement artificielle et qui génère un manque de sommeil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait avec les enfants comme avec les adolescents, supprimer tous les écrans au moins 1 heure avant l'endormissement. Sachez que tous les patrons de la Silicon Valley, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la Silicon Valley, ce qu'ils font les patrons, qui travaillent sur la mise au point de vos tablettes dernier cri, eh bien eux, ils interdisent tous à leurs enfants d'avoir des écrans dans leur chambre. Ils l'interdisent tous. Ils donnent même des temps d'utilisation de l'écran à leurs enfants. Et ça n'est jamais le soir, et ça n'est jamais tous les jours forcément, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent constamment sur écran, ils savent très bien quels sont les effets délétères des écrans, à la fois sur la vue, sur le sommeil, sur la qualité, sur le bien-être, etc. Ils oublient juste de mettre le mode d'emploi dans les tablettes et les téléphones qu'ils vendent pour dire attention, ne les utilisez pas n'importe comment. Mais c'est vraiment important parce qu'on s'aperçoit que ça devient un vrai problème de santé publique. Et pour travailler beaucoup avec les adolescents, c'est un travail que je mène avec eux pour leur faire comprendre à quel point il est important de ne pas avoir ces écrans et de ne pas se servir de son téléphone portable comme réveil qu'on met sous l'oreiller. D'abord parce qu'il y a tout le champ magnétique qui passe, mais aussi parce que quand on reçoit un texto à 2 heures du matin, on y répond. Donc ce n'est pas ce qui fait que le sommeil sera de bonne qualité non plus. Donc ça, c'est des choses vraiment à proscrire. Et il faut travailler avec les enfants et les adolescents pour pouvoir le faire de manière réfléchie. Et donc, quand on s'est endormi, on passe par ces cycles de sommeil que je viens d'évoquer. Alors, le premier cycle, c'est surtout du sommeil profond et très profond, qui est absolument indispensable à notre bien-être, puisque c'est lui qui nous permet de récupérer de toute la fatigue physique et musculaire qu'on a accumulée au cours de la journée. C'est également pendant ce sommeil profond et très profond que la régénération du système immunitaire et que la régénération de la peau se fait. C'est encore ce sommeil très profond qui va aider les enfants à automatiser les savoir-faire qu'ils sont en train d'acquérir. Dès lors qu'un enfant est en train d'acquérir quelque chose qui est nouveau pour lui, par exemple faire du vélo à 2 roues, eh bien on s'aperçoit qu'il a besoin de beaucoup de ce sommeil-là pour intégrer tous les savoir-faire acquis ce jour-là pour qu'ils deviennent automatiques. C'est le seul moyen de les automatiser. Donc c'est un sommeil particulièrement important. Et de plus, chez l'enfant, c'est au cours de ce sommeil très profond qu'est sécrétée l'hormone de croissance, qu'est fabriquée l'hormone de croissance. Donc forcément, c'est elle qui va aider à grandir. À la fin de ce premier cycle de sommeil apparaît le stade de sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal parce que le cerveau se met en activité, alors que le musculaire, lui, il est totalement inhibé, ce qui n'est pas le cas dans le sommeil très profond, où le musculaire, au contraire, est en train de se régénérer. Et donc, ce sommeil paradoxal a été beaucoup étudié à partir des années 70 et on a découvert à quel point il était indispensable aux apprentissages nouveaux en train de se faire, puisqu'on a prouvé que grâce à ce sommeil paradoxal, les informations nouvelles qu'on a acquises la veille vont être intégrées en mémoire à long terme. Et donc, ce sont des informations qu'on retiendra très longtemps puisqu'elles sont intégrées en mémoire à long terme. Ça veut tout simplement dire qu'il est important d'expliquer aux enfants que quand on a des leçons à apprendre, on doit les apprendre en fin de journée et on doit les réviser au moment juste avant de s'endormir parce que le sommeil paradoxal va travailler sur cette leçon et il va trier les informations importantes de la leçon pour les mettre en mémoire à long terme. Donc c'est une leçon que l'on saura parfaitement bien, pas que le lendemain, 8 jours après, et même parfois à vie pour les poésies qu'on peut apprendre. Donc ces 2 sommeils sont aussi importants pour grandir, pour apprendre, pour se développer, pour les enfants comme pour les ados, mais également pour nous. Malheureusement, leur durée évolue en fonction de l'avancée de la nuit de sommeil. Au début de la nuit, les sommeils profonds et très profonds sont longs en durée. Ils occupent pratiquement tout le premier cycle de sommeil. Et le stade de sommeil paradoxal est très bref. Mais à mesure que la nuit avance, les premiers diminuent, alors que le sommeil paradoxal augmente en durée. À partir du 3e cycle,
sommeil profond et très profond sont très réduits. Dans le 4e, il n'y a plus du tout de sommeil très profond, mais le sommeil paradoxal, lui, a beaucoup augmenté en durée jusqu'à la fin du dernier cycle. Il est encore très présent dans le dernier cycle. C'est le sommeil qu'on appelle souvent sommeil de rêve, et c'est ce qui explique que quand le matin vous faites sonner votre réveil, vous avez des chances vraiment non négligeables d'être pris en plein rêve parce que vous êtes en plein stade de sommeil paradoxal. Il n'est pas terminé. Ce qui explique qu'après, on a quelques oublis parce qu'on n'a pas fait assez de sommeil paradoxal. La grosse erreur que beaucoup font, c'est de croire que notre nuit de sommeil est comme un train qu'on déplace sur des rails. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Certes, on a un enchaînement de wagons. Il y a les premiers cycles, le deuxième cycle, le troisième cycle, etc. Mais malheureusement, la locomotive doit toujours partir à la même heure. Toujours partir à la même heure. Parce que quand on déplace son heure de coucher, le train entier ne se déplace pas. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est lié au fait que les 4 horloges circadiennes que je vous ai évoquées tout à l'heure n'ont pas la même vitesse de déplacement quand on veut les bousculer. Donc quand on va se coucher plus tard, un soir, 2 soirs ou 3 soirs, on ne bouge que le rythme veille-sommeil, que cette horloge-là. Par contre, la température, elle a besoin de près de 8 jours, et les hormones, comme le cortisol et la mélatonine, ont besoin de pratiquement 2 semaines avant de bouger. Ce qui veut dire que même lorsque l'on croit récupérer parce qu'on s'est couché tard et qu'on va dormir plus tard le lendemain matin, eh bien on s'aperçoit que les heures dites de grasse matinée, à part faire plaisir à celui qui les fait, n'apportent rien de ce qu'apporte le sommeil de nuit. Elles ont complètement changé de configuration, ce ne sont plus les mêmes, ça n'est plus des heures de sommeil de nuit et elles ne permettent pas de récupérer. Parce que le pic de cortisol a continué de signaler qu'il faut se réveiller toujours à la même heure, puisqu'il lui faudra 2 semaines pour bouger et pour changer. Donc pendant ces 2 semaines-là, on continuera de se réveiller à la même heure. Donc évidemment que pour les enfants, tout ça est fort important, puisque cette nuit de sommeil, elle l'aide à grandir, elle l'aide à apprendre, elle l'aide à aller bien, etc. Et que cette régularité est également très importante. La régularité du rythme veille-sommeil, elle est fondamentale chez l'enfant. Il y a une étude relativement récente qui date de 2013, qui a été faite par des chercheurs britanniques qui ont suivi une cohorte de plus de 11 000 enfants âgés de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et cette étude sur les 11 000 enfants a prouvé que les enfants qui présentent le plus d'attitudes de déconcentration, d'attitudes de manque d'attention, d'attitudes agressives également, de comportements sociaux un peu disons, pénibles, eh bien, ce sont les enfants qui, dès l'âge de 3 ans, ont connu une irrégularité dans leur heure de coucher. Ça a été démontré, ça a été prouvé. Donc, la régularité de l'heure de coucher, elle doit être de fait réalisée, ce qui veut dire que les enfants, de toute façon, se lèveront tous les matins à la même heure. Et ça, je le dis et le répète, parce que c'est souvent un argument qu'on me dit. Ah ben non, il faut qu'il puisse... Non, il ne se reposera pas plus. Et je mets au défi les parents de m'affirmer que quand ils couchent tard leur enfant le samedi soir, quand il a 3-4 ans, avec le secret espoir de faire la grasse matinée le dimanche matin, ils parviennent à la faire, cette grasse matinée. Tous les parents me répondent non. On ne la fait pas parce qu'il est réveillé quand même. Ben, tant mieux. Ça veut dire que les horloges de l'enfant fonctionnent bien, parce que c'est normal qu'il soit réveillé quand même. Seulement, ce jour-là, il va être odieux, parce qu'il a manqué de sommeil, sa nuit n'a pas été assez longue, du coup, on va le mettre à la sieste qui va durer trop longtemps, et on décale tout. Donc, oui, respecter la régularité du rythme veille-sommeil, c'est la première chose à faire. L'autre chose que je voudrais dire par rapport à ce que je viens de vous apporter comme information, c'est que vous n'aurez pu que constater que le matin n'a jamais été équivalent à l'après-midi. Il ne l'est pas sur le plan physiologique. Le matin, le cortisol est bon, il ne l'est plus l'après-midi. La température ne retrouve jamais sa valeur du matin, la vigilance non plus. Et plus les enfants sont jeunes, et plus c'est vrai. Et ça, c'est important à avoir en tête également. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit un psychologue qui s'appelait Alfred Binet, qui au début du XXe siècle travaillait énormément avec les enseignants
puisque c'est lui qui avait mis en place une échelle permettant de mesurer le quotient de développement des enfants, avec un collègue qui avait travaillé là-dessus. Et en fait, il disait aux enseignants, faites bénéficier vos écoliers de la clarté mentale de la matinée. Parce qu'il avait prouvé, à travers des études qu'il avait faites en faisant des dictées, des épreuves de mathématiques chaque jour et plusieurs fois dans la journée, que c'est toujours le matin qu'elles sont le mieux réussies. Toujours le matin. Donc ça, c'est évidemment très important. Un autre chercheur, qui s'appelle Pierre Magnin, qui a été recteur, mais qui était par ailleurs médecin, avait aussi démontré que le matin n'est jamais équivalent à l'après-midi. Il l'a fait avec des études physiologiques, où il avait fait des recueils physiologiques d'urine et de salive, et il avait prouvé que le matin, la disponibilité physiologique est toujours la meilleure, et que l'après-midi, elle n'est jamais identique à celle du matin. Il disait même que même quand on aménage le temps de midi le mieux possible, on s'aperçoit que le retour l'après-midi n'est jamais identique à celle du matin. Donc ça, ce sont des choses importantes à avoir en tête, parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est le matin que les enfants sont les plus disponibles pour travailler correctement et pour bien apprendre. Donc plus on a de matinées pour apprendre, et mieux c'est. Évidemment, quand on a 4 jours ou quand on a 5, c'est dans les 5 jours qu'on a le plus de matinées. Avoir 5 matinées, c'est mieux que 4. Ça, c'est certain. C'est une évidence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit savoir, qu'on doit entendre. Mais quand je parlais tout à l'heure d'aménagement des temps de l'enfant, c'est parce qu'on ne peut faire en sorte que l'enfant ne soit pas fatigué, mais également qu'il soit dans un bien-être quotidien, si on aménage tous ces temps. Donc on aménage ces temps d'accueil, le temps du matin par exemple. Le temps du matin, il devrait être aménagé de telle manière que les enfants n'aient jamais trop de temps d'attente. Parce qu'un autre chercheur dans le domaine des rythmes, qui s'appelait Paul Fraisse, qui était un psychologue, un professeur de psychologie, disait que les temps d'attente sont toujours perturbants pour les enfants. Et plus l'enfant est jeune, plus le temps d'attente lui paraît trop long. Donc on doit éviter de le faire attendre trop longtemps avant de démarrer la classe. Et je pense qu'une des solutions possibles à faire, en tout cas c'est ce que j'ai fait dans les communes que j'ai accompagnées, c'est de proposer que les enfants arrivent, quand ils arrivent très tôt le matin, avec leur petit déjeuner. Pour éviter qu'on élève trop tôt le matin, pour essayer de leur donner un petit déjeuner à une heure qui n'est pas la bonne. Par contre, s'ils viennent à 7h30 avec leur petit déjeuner, on peut très facilement installer une tablée, où ils vont s'installer autour de cette tablée et prendre leur petit déjeuner à la bonne heure, entre 7h30 et 8h. Du coup, ça ne sera pas un temps d'attente pour rien, et ça sera un temps où le petit déjeuner leur sera profitable. Ça, c'est tout à fait intéressant. Si on privilégie les matinées, ce qui est important, il faut aussi se dire que plus elles sont longues et mieux c'est. En allongeant les matinées, on permet vraiment de changer les pratiques d'enseignement, réellement. On les change vraiment. Quand on garde des petites matinées de 3 heures, on s'aperçoit, et ça a été dénoncé par le rapport de l'inspection générale, qu'on n'y fait que des maths et du français. Bien sûr que les maths et le français, c'est important, mais toutes les études qui ont été faites sur les apprentissages chez les enfants ont prouvé qu'on n'apprend pas à lire, écrire et compter qu'en maths et en français. Que dans toutes les autres matières, on utilise ces apprentissages-là et que c'est justement ça qui donne du sens à ces apprentissages-là. Donc avoir des longues matinées, c'est très intéressant parce qu'on peut ne pas n'y faire que des maths et du français. On peut faire de la musique le matin, on peut faire de l'EPS, on peut faire des arts plastiques, on peut travailler autour de la découverte du monde le matin, sur la langue vivante le matin, etc. Et c'est très intéressant parce que ces matières-là, qu'on appelle souvent secondaires, et je le regrette un peu, ce sont des matières qui font appel à d'autres processus cognitifs. Ça fait appel à la créativité, ça fait appel à la motricité, et donc ça permet aux enfants d'avoir des temps de respiration dans la matinée quand on fait s'alterner des matières coûteuses sur le plan cognitif, des matières abstraites, avec ces matières-là qui sont des matières plus de respiration pour l'enfant. Et en plus, on fait des liens entre les matières. On prouve qu'il existe des liens. Quand on passe des maths à la musique, il y a des liens. Quand on passe de l'EPS aux maths, il y a des liens, etc. Et donc, ça permet que l'enfant comprenne que ce qu'il apprend dans une matière peut être important dans une autre. C'est ce qu'on appelle les transferts d'apprentissage.
Et effectivement, c'est ce qu'on peut développer quand on travaille de cette façon-là. Donc avoir ces longues matinées et les travailler autrement qu'en n'y faisant que des maths et du français sont très intéressantes pour faire évoluer les apprentissages et la réussite des enfants. Autre chose que disait Paul Fraisse également, c'est qu'une des sources de fatigue de l'enfant, c'est un trop grand émiettement de ses temps. Plus on a des temps courts et plus les temps sont émiettés, plus il provoque des transitions importantes, des changements de référents, etc., plus c'est une source de fatigue importante pour l'enfant. Donc effectivement, évitons d'avoir un trop-plein d'activités sur des temps courts, d'abord parce que les enfants n'en profitent pas suffisamment, parce que la durée n'est pas suffisante, mais surtout parce que ça génère sans arrêt des changements, un émiettement des temps, des modifications. Il y a un autre temps dans la journée qui est important à aménager, c'est le temps qu'on appelle méridien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 heures après être passé par des creux dans la nuit, la vigilance, la température et le cortisol passent à nouveau par un creux. 12 heures après, on arrive en début d'après-midi. C'est pour ça qu'on appelle ce temps le temps méridien. C'est le milieu de notre rythme circadien. Au cours de ce temps méridien, qu'on appelle le creux méridien, les enfants mangent et les enfants ont du temps avant de repartir en classe. On doit aménager ces deux temps-là. À la fois aménager le temps de restauration pour qu'il soit le moins stressant possible. Ça, c'est important. Il y a des tas de petites pratiques possibles à faire pour éviter qu'il ne soit trop stressant, mais aménager également le temps qui suit ce temps-là. Parce que l'erreur assez fréquente que l'on fait, c'est de penser que l'enfant a besoin de se défouler, et donc en ouvrant les portes et on leur dit « allez courir dans la cour de récréation ». Ce n'est vraiment pas le moment de le faire. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une baisse physiologique globale. La vigilance, le cortisol, la température baisse, c'est une baisse physiologique globale que tout le monde ressent. C'est ce que les adultes appellent le coup de pompe de début d'après-midi, qui leur font prendre un café ou une cigarette ou je ne sais quoi. Ce n'est pas parce qu'on vient de manger, on n'est pas en train de digérer, pas du tout. Puisqu'on a prouvé que même en ne mangeant pas le midi, on a cette baisse, on a ce coup de pompe. Donc effectivement, la baisse est bel et bien physiologique et elle doit être traitée pour ce qu'elle est, une baisse physiologique. Ce qui veut dire que tout ce que l'on va proposer à l'enfant à ce moment-là va avoir un coût supplémentaire parce qu'il est obligé de faire plus d'efforts puisqu'il est dans un creux physiologique. Donc c'est plus coûteux pour lui. Donc ce n'est pas le moment de le faire courir, ce n'est pas le moment de faire des activités, c'est le moment de le faire se relaxer, de le faire se détendre, ce qui veut dire qu'on aménage les espaces de telle manière qu'on ait partout des lieux qui permettent aux enfants d'avoir une activité calme, tranquille, relaxante, détendante à ce moment-là. C'est le meilleur moment de la journée également pour militer pour qu'on ait une activité ne rien faire. C'est à ce moment-là qu'on doit la faire. Les enfants ont le droit de ne rien faire. On a des enfants qui aujourd'hui ne savent plus s'ennuyer parce qu'ils sont toujours tellement en activité programmée pour eux qu'ils ne sont plus capables de savoir quoi faire quand ils ont du temps pour eux. Et ça, c'est dramatique parce qu'on est en train de créer leur créativité, on est en train de supprimer leur imaginaire et de supprimer leur créativité. Et quand il y a des enfants avec lesquels je travaille qui me disent qu'ils ont besoin de se poser pour regarder les mouches voler, je leur dis que c'est très bien et qu'ils ont le droit de rêvasser, qu'ils ont le droit de ne rien faire, qu'ils ont le droit de regarder le temps passer parce qu'on sait très bien que dans leur tête, il y a plein de choses qui se passent justement. Et c'est là que leur imaginaire fonctionne et se met à fonctionner bien. Donc c'est important. Et sur ce temps-là, c'est important de leur proposer ça. Donc il est vrai qu'à partir du moment où on a toutes ces connaissances en tête, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ce serait la bonne semaine pour les enfants? Et qu'est-ce que ce serait la bonne journée pour les enfants? Alors de fait, il y a des propositions que j'ai faites dans les communes avec lesquelles j'ai travaillé qui vont dans le sens de ces propositions-là. Travailler avec les parents d'abord, pour leur faire comprendre qu'ils sont le premier acteur éducatif et qu'ils ont une responsabilité très grande dans le respect des rythmes biologiques de leurs enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler avec tous les autres acteurs, avec les enseignants également, pour qu'ils comprennent qu'on peut travailler autrement en ayant une autre organisation de son propre temps scolaire, ce qui est important à faire.
travailler avec les animateurs pour qu'ils comprennent également qu'ils ont un rôle éducatif à jouer auprès des enfants, tout en respectant leur rythme biologique dans tout ce qu'ils vont leur proposer du point de vue des activités ou des non-activités, justement. Ça, c'est assez fondamental. Et puis, à partir de là, nous sommes partis effectivement dans les communes que j'accompagnais, d'abord et avant tout avec des matinées plus longues. Parce que ça parlait aux enseignants, parce qu'ils ont envie d'essayer et qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus revenir en arrière, parce qu'ils ont constaté qu'effectivement, ils travaillent totalement autrement. Qu'en maternelle, ils donnent du temps aux enfants, ils ne les bousculent plus, ils leur donnent du temps pour aller au bout de ce qu'ils ont commencé, etc. Et qu'en élémentaire, de fait, ils ont des enfants beaucoup plus disponibles parce qu'ils jouent sur ces alternances pédagogiques que j'ai évoquées avant et qui leur permet effectivement de maintenir beaucoup plus longtemps la disponibilité des enfants. Et puis après, à partir du moment où on a allongé ces matinées, forcément les après-midi sont réduites, fatalement. Et donc, comme on ne voulait pas émietter les temps, il a été suggéré que plutôt que d'avoir des activités tous les jours, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les enfants, parce que finalement, on en fait des zappeurs qui ne s'intéressent pas vraiment à une chose en particulier, mais qui sont toujours en train de passer d'une activité à l'autre, il vaut beaucoup mieux cumuler ces activités sur une après-midi qui est allégée, qui est plus courte, qui n'est que de 2h10 quand la matinée est de 3h30, et une après-midi va être consacrée à ces activités qui ne sont surtout pas des activités occupationnelles, mais que l'on construit sous forme de parcours de découverte. Parcours de découverte qui ont des objectifs à atteindre, que l'enfant connaît. Il sait très bien qu'à la fin de ce parcours-là, il aura appris à faire ceci, à faire cela, à développer des potentialités, à développer des compétences nouvelles. Et ça, c'est tout à fait important. Mais à la fois, ça permet que les journées des enfants soient équivalentes entre elles. Ils rentrent toujours tous les matins à la même heure, ils sortent tous les soirs à la même heure. Les après-midi sont tout allégés. Ça permet également vraiment de faire que les enfants découvrent des activités vers lesquelles ils ne seraient jamais allés s'ils n'avaient pas eu ce temps-là de découverte de ces fameux parcours. Donc on peut travailler avec les associations aussi. Les enfants pourront ensuite poursuivre ce qu'ils ont découvert à ce moment-là. Alors pourquoi cette organisation ? Elle a plein d'avantages. D'abord, elle permet de donner une qualité de vie professionnelle à tous les acteurs, à la fois aux enseignants, qui le matin vont beaucoup mieux travailler avec les enfants de la façon dont on l'a proposé, et qui vont avoir une après-midi pour eux, pour faire leur propre travail. Vous savez qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes qui avait montré que chez les professeurs des écoles, le temps moyen de travail d'une semaine était de 40 heures et plus. Parce que entre les préparations, entre les recherches de documents, entre le travail de correction, etc., c'est évidemment pas que 26 heures qu'ils font, hein, c'est beaucoup plus. Donc avoir cet après-midi-là, pour prendre du temps pour faire les recherches dont ils ont besoin, etc., c'est un vrai plus pour eux. Et ça, ils apprécient énormément parce qu'ils se rendent compte en plus qu'ils travaillent avec les collègues de façon plus facile dans ce cadre-là, qu'ils ne le font quand c'est en fin de journée, quand c'est à d'autres moments. Pour les intervenants et les animateurs, c'est un vrai plus également, parce qu'on valorise leur métier à travers la construction de ces parcours de découverte. Ils deviennent véritablement des animateurs-éducateurs qui s'occupent de temps éducatif et qui vont permettre aux enfants de développer des compétences nouvelles, qu'on pourra mettre en phase avec ce qui se fait en classe d'ailleurs. Donc c'est tout gain pour tout le monde. Et puis, c'est aussi un gain économique. Alors, la première chose qu'on doit rappeler, c'est qu'il n'y a jamais eu obligation, jamais, pour les mères, d'assurer 3 heures d'activité. Il n'y a aucun texte qui a obligé les mères à s'occuper de 3 heures d'activité. Le problème est qu'on a peu changé le temps scolaire. On a donc gardé les matinées de 3 heures dans la plupart des cas. Et donc, on s'est dit, puisqu'on met 3 heures le mercredi matin, il faudra occuper 3 heures avec 4 fois 3 quarts d'heure tous les jours. Mais c'est juste un principe mathématique. Ça n'est écrit nulle part. La seule chose que la CAF a écrit dans ses textes, c'est qu'il finançait à hauteur maximum de 3 heures les activités périscolaires dans le cadre du PEDT. Mais jamais la CAF n'a dit, si vous n'avez pas 3 heures, vous ne serez pas financé. C'est faux. Donc nous, on n'a toujours eu que 2h10
de temps d'activité, de parcours de découverte. Ça a toujours été financé et ça rentre bel et bien dans le PEDT. Quand il y a plusieurs écoles, que ce soit en intercommunalité ou que ce soit dans une ville où il y a plusieurs écoles, on peut ne pas libérer la même après-midi. Ce qui permet donc que les mêmes animateurs fassent plusieurs écoles sur plusieurs après-midi. Donc n'est pas qu'un emploi précaire, qu'ils aient au contraire un emploi plus valorisé, plus reconnu, grâce au fait qu'ils vont avoir des après-midi pleines. Quand on rajoute ça avec le temps méridien, des après-midi pleines qui vont leur être octroyées grâce au fait qu'on ne va pas forcément libérer les mêmes après-midi. Donc c'est évidemment un gain pour tout le monde. Donc de fait, ça ce sont des choses que j'ai mises en place dès 2014 dans les communes que j'ai accompagnées, qui sont aussi bien des communes rurales que des communes urbaines. Et aujourd'hui, aucune ne part du principe qu'ils vont repartir à 4 jours parce que tout le monde y a trouvé son compte, véritablement. Tout le monde y a trouvé son compte. Et je crois que c'était à ça qu'il fallait aboutir. Et c'est vrai qu'en aménageant les temps de l'enfant dès son arrivée jusqu'à sa sortie, on s'aperçoit que finalement, on n'a pas d'enfants hyper fatigués, pas du tout. Qu'on a des enfants qui prennent plaisir à faire tout ce qu'ils font, y compris d'ailleurs à venir à l'école, et que finalement, on satisfait également les parents qui se rendent compte que ça a permis à leurs enfants d'évoluer différemment. Voilà ce que je voulais vous apporter ce soir, avant d'ouvrir le débat et puis de répondre à toutes les questions que vous aimeriez pouvoir me poser. Donc, on va passer aux questions ou aux observations, aux témoignages, puisque, comme le disait aux enseignants cet après-midi et aux animateurs, vous avez aussi une expérience des 4 ans qui viennent de passer, avec une organisation qui est celle que vous avez sur vos villages, sont sensiblement différentes en plus. Et donc, si vous avez soit interpellé Claire sur ce qu'elle vient de dire, puisque, effectivement, ce qui est mis en place ici n'est pas forcément très proche, parfois, de ce qu'elle vient d'avancer. Voilà, des précisions, des demandes de précision. Donc, c'est à vous. Allez-y. Sinon, je lui pose plein de questions parce que j'en ai de nouvelles, moi. Mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Alors. Oui, vous avez évoqué le rythme hebdomadaire, principalement journalier et hebdomadaire. Mais qu'en est-il de vos réflexions sur le rythme annuel? Parce qu'on entend beaucoup de choses en la matière. Et est-ce que la durée, notamment des vacances scolaires, est aujourd'hui propice à la réussite des élèves, ou est-ce qu'il serait souhaitable qu'elle évolue? Alors effectivement, c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi en n'étant pas égoïste, j'ai réfléchi en comparant la France à 33 autres pays et cantons. Alors nous avons une certaine originalité. C'est de fait la France qui a le plus grand nombre de semaines de vacances dans l'année. Au total, le plus grand nombre de semaines de vacances. Pourquoi? Parce qu'on a 8 semaines l'été, mais ça c'est un temps moyen. C'est un temps moyen. Il n'y a que les pays comme le Danemark qui se remarquent par rapport à ça. Ils ont 5 semaines l'été et puis ils ont encore beaucoup moins dans l'année. Ils ont très peu de vacances. Mais à part ça, la plupart des pays oscillent entre 6-7 semaines et parfois beaucoup plus, 12 ou 13 semaines. Mais alors là où on est vraiment originaux, c'est d'avoir 4 fois 2 semaines de petites vacances dans l'année. Ça n'existe nulle part. Absolument nulle part. Nous sommes uniques là-dessus. Uniques. Et je pense qu'effectivement, c'est un souci. C'est un souci parce qu'on est constamment en train de rompre le temps d'apprentissage. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre qu'on ait déjà besoin de 2 semaines quand on arrive fin octobre, début novembre, alors que ça fait à peu près 6 semaines qu'on est rentré, que les 2 premières semaines sont quand même des semaines de mise en route, d'habituation, etc., qu'on a eu 2 mois l'été, et on s'arrête déjà 15 jours. Ça me sidère un petit peu. Par contre, après, on a les vacances de fin d'année, Noël, Nouvel An, qui alors là sont complètement ubuesques, parce que comme on veut les faire partir absolument un samedi, ça n'est pas vrai dans les autres pays non plus. On ne part pas forcément en vacances le samedi. Mais chez nous, si. Il faut qu'on parte le samedi.
Et quand malheureusement le samedi fait qu'on est presque une semaine avant Noël en vacances, on rentre le 3 janvier en classe, ce qui est complètement aberrant. C'est-à-dire quand vous avez des enfants qui vous annoncent en cours moyen que le 31 décembre et 1er janvier, ils se sont couchés entre 3h et 6h du matin et que le 3 janvier sont en classe, je peux vous dire que l'apprentissage ce jour-là, il est nul. Et puis ça continue toute la semaine. Parce que le temps qu'on se remette en route, etc., ça va durer un certain temps. Et puis après, on a les vacances de février-mars qui parfois arrivent 4 semaines après celles de janvier. 4 semaines. On a eu 4 semaines de classe et on est de nouveau 2 semaines en vacances. Parce qu'il faut que tout le monde profite du ski, de la neige, etc. Donc voilà, on gère ça comme ça. Ah ben, je dis, on me pose une question, je réponds. Eh ben, c'est pas grave, je l'ai dit en Haute-Savoie, alors ça ne me dérange pas du tout, parce que j'ai dit la même chose en Haute-Savoie. Et je suis revenue, et je suis toujours présente. Et j'ai été soutenue par certains de la Haute-Savoie qui m'ont dit ras-le-bol le ski. Donc ça m'amuse parce que, effectivement, c'est pas... Voilà. Donc, on a ces vacances de février-mars, ok. Et puis ensuite, on arrive en avril, et là, vous commencez par le long week-end de Pâques. Oui. Quelques jours après, 2 semaines de vacances de printemps qui de nouveau se distribuent. Et selon les années et selon les zones, vous en avez qui vont revenir des 2 semaines de vacances pour partir en week-end du 1er mai. Une semaine après, ils seront en week-end pour le 8 mai, et après pour le jeudi de l'Ascension, et ils finiront par le lundi de Pentecôte. Avril-mai ne sert à rien. Ils sont toujours en rupture, toujours en train de repartir. C'est quand même aberrant. C'est aberrant qu'on n'ait jamais réfléchi autrement à ça. Parce que, comme je le dis, dans aucun autre pays, ça n'existe. Aucun autre pays. Donc oui, moi j'ai fait des propositions, pas forcément automatiquement sur les 8 semaines de vacances, pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est bizarre, là on me parle souvent des familles séparées parce qu'on ne veut pas du samedi à cause de ça, mais on n'y pense pas pour les vacances d'été. Pourtant, c'est là que les familles qui sont séparées, bon, il y a un mois avec l'un et un mois avec l'autre. Bon, on pourrait très bien dire 3 semaines et 3 semaines, pourquoi pas. Mais je pense également aux plus grands, aux lycéens, qui vont avoir les mêmes vacances que les plus petits. Et chez les lycéens, et ça c'est un effet de notre société, on en a quand même de plus en plus qui travaillent pendant les vacances, pour avoir de l'argent de poche, pour pouvoir avoir, etc. Et quand ils travaillent un mois, ben, si on ne leur donne plus que 2 semaines de vacances, c'est un peu court quand même pour reprendre les classes de première ou de terminale, qui sont quand même des classes assez chargées. Par contre, oui, revoir complètement le découpage de l'année avec ces 2 semaines-là, moi, je suis complètement preneuse. Donc, moi, j'estime qu'à la Toussaint, on n'a pas besoin de ces 2 semaines, à la condition que les parents entendent que quand on a 8 jours de petites vacances, on va se coucher tous les jours à la même heure. Et on ne s'empresse pas de se coucher tard sous prétexte qu'on est en vacances. Ça, c'est nouveau, hein, parce qu'avant, ça n'existait pas, ces choses-là. Moi, j'ai eu des enfants aussi, ils allaient se coucher à la même heure pendant les vacances, et pendant les petites vacances. Mais ça a changé. Ben, non, ça, ce n'est pas une chose à faire, parce qu'effectivement, là, les enfants n'en profitent pas du tout de leurs petites vacances. Avoir des vacances de Noël, de Nouvel An qui permettent que l'enfant revienne à une date cohérente en janvier, pas avant le 7 ou le 8, pour qu'il ait eu le temps de se remettre des réveillons qui sont forcément fatigants et que ce sont des vacances fatigantes. Du coup, décaler un peu février-mars, il y aura quand même toujours du ski. Et puis moi, je vous le dis, je supprimerai complètement les vacances de printemps, mais je mettrai des jours entre les ponts qui vont se faire. Parce que là, j'ai bien entendu que M. Blanquer a dit qu'il supprimait le pont de l'Ascension, mais je ne sais pas si vous avez vu quand il va sortir. Le jeudi va suivre le 8 mai, quelque chose comme ça. Hein, d'accord ? Eh bien, je mets ma main où vous voulez pour vous dire qu'il n'y aura aucun enfant cette semaine-là en classe. Parce que je ne vois pas les enfants revenir pour un jour, repartir parce qu'ils n'ont pas classe le mercredi, repartir le jeudi de l'Ascension et revenir juste pour le vendredi. Donc, nous verrons ce que ça donne. Donc, c'est idiot. C'est des tas de temps perdu. Donc, il vaudrait beaucoup mieux que ces jours de vacances de printemps servent à ça, servent à boucher les trous entre ces jours fériés, plutôt que de faire qu'on ait cette succession de ruptures qui est très délétère pour les enfants, effectivement. Alors, on m'a demandé que les gens qui prennent la parole vous présentiez rapidement, juste dire qui vous êtes.
En tant que tu as le micro, Blaise, tu peux dire Oui, qui donc, tu es. Blaise Goec, délégué général de la Ligue de l'enseignement de l'Ariège. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, prises de position? Voilà. Bonsoir, je m'appelle Géraldine Biguet. Je suis infirmière à domicile dans le canton et je m'intéresse de près. J'ai 2 enfants, de petits-enfants qui ont 3 ans et 5 ans et demi, donc ils sont encore à l'école maternelle. Et je m'intéresse de près justement au rythme de l'enfant, notamment à l'école. Et je voulais savoir, déjà merci de votre intervention parce qu'effectivement on apprend beaucoup de choses avec vous. Je voulais justement vous demander si... donc vous avez travaillé sur la chronobiologie en fait et les rythmes notamment de l'enfant à l'école. Et je voulais savoir sur quels travaux vous avez menés, enfin, sur quels autres sujets vous avez travaillé en fait concernant l'école. Concernant l'école, je pensais notamment à la spécificité française qui est l'école maternelle, qui n'existe nulle part ailleurs, dans d'autres pays notamment, et sur le contenu pédagogique, éducatif. Oui. Bon, alors effectivement, je ne me suis pas présentée à vous, mais j'ai un parcours qui fait que j'ai d'abord été enseignante de collège et ensuite je suis devenue professeure de psychologie de l'éducation. Donc de fait, je me suis intéressée à l'éducation au sens large. Si je me suis intéressée au rythme biologique, c'est parce qu'en tant que chercheur, j'ai travaillé dans un laboratoire du sommeil où on étudiait le rôle du sommeil sur les apprentissages qu'on est en train de faire. Donc ça, c'était il y a longtemps maintenant, mais c'est comme ça que mon intérêt pour les rythmes biologiques s'est fait. Et j'ai d'ailleurs travaillé au CHR de Lille, où là, j'ai travaillé avec les grands prématurés sur leur rythme veille-sommeil et sur un réaménagement de l'environnement de vie de ces bébés après leur naissance pour éviter les troubles du sommeil qu'ils ont très fréquemment après quand ils sortaient de cette période-là. Donc ça a été mes premiers travaux. Et en tant que professeur de psychologie de l'éducation, je me suis intéressée à tout ce qui fait éducation chez l'enfant, y compris d'ailleurs enfants porteurs de handicap, etc. J'ai beaucoup travaillé sur les capacités attentionnelles des enfants, sur les effets des apprentissages par rapport à ces capacités, etc., mais dans les deux sens. Et il se fait qu'après la loi Jospin, il y a eu un appel à projets pédagogiques dans les universités, parce que la loi Jospin avait créé les IUFM, les Instituts universitaires de formation des maîtres. Et donc, des appels à projets pédagogiques avaient été lancés dans les universités pour proposer aux universitaires intéressés de mettre en place au niveau de la licence des modules spécifiques pour les étudiants qui voulaient passer le concours de l'IUFM et devenir professeurs des écoles. Donc, dans la licence de psychologie où j'étais, j'ai donc proposé ça aux collègues avec lesquels je travaillais et nous avons construit un module de psychologie de l'éducation spécifique pour les étudiants de psychologie qui voulaient passer le concours de l'IUFM et devenir professeurs des écoles. Donc j'en ai eu beaucoup, avec lesquels j'ai gardé beaucoup de contacts d'ailleurs, ce qui m'a permis de beaucoup travailler dans les écoles et avec les écoles. Et effectivement, on avait dans ce module-là mis en place, organisé tout ce qui nous paraissait indispensable à connaître par un futur professeur des écoles. Ils avaient des cours de chronobio, puis il y avait de toute façon un module de chronobio par ailleurs qu'ils devaient prendre, mais il y avait aussi des enseignements autour de l'évaluation, autour de la docimologie et de l'évaluation, etc. Il y avait des évaluations, il y avait des enseignements autour de la motivation, comment développer la motivation des enfants. Il y avait des cours également autour des processus attentionnels et comment faire qu'un enfant reste attentif et motivé par rapport aux apprentissages qu'on lui fait, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un module construit pour de futurs professeurs des écoles. Et puis, également à la suite de la loi Jospin, j'ai créé le centre de formation des psychologues scolaires de Lille. Donc j'ai beaucoup travaillé avec diverses académies, puisque mes stagiaires venaient d'académies très très différentes. Et forcément, je me suis intéressée également au rôle d'un psychologue scolaire dans l'école et ce qu'il apporte aussi bien aux enseignants qu'aux enfants. Donc forcément, j'ai fait beaucoup de choses dans le monde de l'éducation et de l'école. J'ai également travaillé avec des classes passerelles qui se mettaient en place dans la ville de Roubaix pour voir comment il était possible de faire que ces classes passerelles aient un sens véritable pour que l'enfant, à son propre rythme, puisse accéder à l'école dans les meilleures conditions possibles. Donc un gros travail entre les éducatrices jeunes enfants et l'enseignante qui étaient concernées, etc. Voilà, donc j'ai travaillé sur toutes ces choses-là.
Et c'est vrai que j'ai énormément travaillé avec les enseignants, toujours, ce qui m'a permis constamment de m'intéresser au programme scolaire, de m'intéresser à ce que doit savoir un enseignant, forcément. Parce que comme je formais de futurs enseignants, il fallait quand même que je sois au courant aussi. Alors, si par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, et puis par rapport à ton expérience, justement, tu n'as pas beaucoup parlé de tes expérimentations, et notamment, j'ai trouvé que tu n'avais pas vraiment beaucoup provoqué les gens, puisque tu as parlé de 5 jours, tu as parlé du mercredi, tu as un peu parlé du samedi. Tu leur as pas dit, par exemple, que quand même tu avais mené une expérience avec 7 demi-journées, 6 matinées, et Ouais. que toi, tu verrais bien éventuellement 7 matinées d'école. Enfin, tout ça, donc tu l'as pas dit. Donc Non. j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Je peux Et revenir surtout là-dessus. que tu nous éclaires sur ton point de vue sur le samedi ou le mercredi. Que tu le reprennes peut-être, ça a été dit, hein, mais il me semble que c'est intéressant que les gens l'entendent D'accord. ici. Alors, effectivement, par rapport à la question que vous posiez, quand je disais tout à l'heure que depuis le début des années 80, j'ai mis en place des aménagements du temps de l'enfant, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de contrats État-région à partir de 80, enfin à partir de 81. Juste un petit rappel, hein, François Mitterrand était quand même très très intéressé par avait des préoccupations autour de ça, puisqu'il avait quand même créé un ministère du temps libre. Et que le ministre du temps libre, c'était un ancien inspecteur général qui s'est intéressé à ce que le temps libre peut avoir d'intéressant et d'important dans une société comme la nôtre. Et donc, c'est parallèlement à ça que des contrats État-région ont été lancés pour qu'il y ait des aménagements du temps qui laissent du temps, qui libèrent du temps pour que les enfants puissent aussi avoir d'autres activités qui leur soient proposées. Donc, j'ai fait ça vraiment depuis le début des années 80 dans beaucoup d'écoles, y compris d'ailleurs dans des collèges. J'ai travaillé avec certains collèges là-dessus, ce qui était très, très intéressant. Et de fait, au moment des Arvèges, ça c'était en 95, là c'est Jacques Chirac qui devient président et qui, dans sa campagne présidentielle, avait promis qu'il réformerait les rythmes scolaires. En 95, il est élu président. Il nomme Guy Drut comme ministre jeunesse et sport et il le charge de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Il y a donc eu, à la fin de 95, le 31 octobre 95, une circulaire qui est parue, qui était très ministérielle, Éducation nationale, jeunesse et sport et culture, et qui proposait, qui lançait des appels à projets pour que les écoles acceptent de travailler sur une semaine d'au moins 5 jours. C'était comme ça que le texte était libellé. Semaine d'au moins 5 jours. Pourquoi en 95 ? Parce qu'on commençait à voir fleurir des écoles à 4 jours à partir de 91. La ville de Lyon a été la première à partir. C'était Michel Noir qui était maire à l'époque et il avait en 91 mis en place 4 jours dans toute sa ville, etc. Donc il y avait cette inquiétude de voir ça fleurir de plus en plus et c'était pour contrebalancer ça. Et donc à Lille, où je travaillais à l'époque, un groupe scolaire s'est approprié cette circulaire et puis a dit ben oui, nous on est prêts pour monter un projet. On a donc beaucoup réfléchi avec les enseignants, on a vraiment travaillé sur la construction de ce projet. Et puis on s'est dit, c'était dans un quartier très très défavorisé, si on veut donner une régularité aux enfants, aussi bien du point de vue du rythme veille-sommeil que du point de vue des apprentissages, il faut qu'ils viennent à l'école 6 jours par semaine. Et donc on a mis en place un projet qui s'appuie sur 6 matinées longues de 4 heures. À l'époque, on était sur 26 heures, donc il y avait 2 heures le mardi après-midi. Ils avaient 6 matinées de 4 heures, 2 heures le mardi après-midi. Et les 3 autres après-midi, le lundi, le jeudi et le vendredi, étaient prises en charge par l'association des Francas, qui avait mis en place des parcours de découverte sur chacune de ces après-midi pour que ces enfants de ce quartier-là puissent découvrir les musées, puissent découvrir des sports comme le kayak et pas simplement le foot, puissent découvrir plein de choses vers lesquelles ils ne seraient jamais allés s'ils n'avaient pas eu ces parcours de découverte. Ça, c'est très clair. Ça, c'est quelque chose qui a duré 12 ans et qui ne s'est pas arrêté au bout de 12 ans à la demande ni des parents, ni des enseignants, ni des enfants. Pourquoi ça s'est arrêté au bout de 12 ans ? Parce que ça a commencé en 96 et que 12 ans après, on est arrivé en 2008 et que le décret d'Arcos a imposé la suppression du samedi matin. Et donc là, on n'a pas pu résister. On a été obligé de supprimer le samedi matin, ce qui fait que cette école n'a jamais connu 4 jours. Ils sont passés à 5 jours
toujours avec 5 matinées longues. Et à l'heure actuelle, ils sont donc avec 5 matinées de 4 heures, 2 après-midi de 2 heures d'enseignement et 2 après-midi de 2 heures de parcours. Ils sont toujours sur ce modèle-là depuis 2008. Voilà. Donc c'est vrai que ça marchait super bien, que tout le monde en était absolument ravi et que personne n'aurait voulu que ça change. Je dois juste dire qu'ils sont passés à 5 jours avec le mercredi jusqu'en 2014, mais en 2014, la ville de Lille a fait le choix du samedi matin. Donc ils sont revenus avec le samedi matin. La ville de Lille n'a pas fait ce choix par hasard. C'est pas comme ça, on n'a pas décidé le samedi matin, on l'a argumenté. Et de fait, les arguments sont nombreux pour dire à quel point il est préférable de faire classe le samedi matin plutôt que le mercredi matin. D'une part, parce que, d'un strict point de vue pédagogique, on se rend compte, et tous les enseignants qui ont connu le samedi matin me l'ont confirmé, que le samedi matin, ça boucle la semaine, ça finit la semaine. Ce qui veut dire que des choses qui ont pu traîner dans la semaine, on a le samedi matin pour finaliser, pour terminer, pour reprendre, pour revoir. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi une matinée où, là de même, tous les enseignants m'ont dit le climat d'école n'est pas le même. Il est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus détendu. C'est lié à 2 choses, à mon avis. C'est d'abord lié au fait que le parent qui amène l'enfant à l'école souvent ne travaille pas le samedi matin, donc lui aussi est moins stressé. Parce que parfois, on voit quand même les enfants un peu bousculés hors de la voiture pour se dépêcher parce qu'on va être en retard au boulot. Ce matin-là, non, on n'a pas besoin de ça. Et puis la deuxième chose, c'est que tout le monde a dans la tête que c'est le week-end. Et donc après, c'est fini, on va s'arrêter. Donc c'est beaucoup plus détendu. C'est aussi des moments où tous les parents me disaient on en profite pour se réunir et pour se rencontrer, ce qui est quand même beaucoup plus facile. C'est aussi des moments de rencontre spontanée avec l'enseignant, plus facile à ce moment-là, parce qu'il est plus détendu également que les autres jours de la semaine. Et c'est vrai que je disais cet après-midi, parce que je me suis posé la question, je me demande aujourd'hui quand les parents rencontrent spontanément l'enseignant. À part éventuellement le matin quand ils amènent l'enfant, mais ça va très vite, mais après. À partir du moment où vous avez les activités qui terminent la journée, c'est l'animateur qui rend l'enfant aux parents. Donc il n'y a plus un moment où le parent rencontre l'enseignant. C'est quand même un petit peu désolant par rapport à cette volonté qu'avait eue la dernière ministre de l'Éducation nationale de développer la coéducation. Il faudra peut-être qu'on en reparle également. Donc effectivement, du point de vue pédagogique et du point de vue du bien-être de l'enfant et des parents, je milite pour le samedi matin. Mais je milite plus encore depuis que j'ai vu que le mercredi, ça a quand même conduit à des changements qui ont eu des répercussions sur le bien-être de l'enfant. D'une part, parce que les enfants qui allaient au centre de loisirs le mercredi n'ont plus que l'après-midi de centre de loisirs. Ça n'a plus du tout le même sens. C'est plus du tout la même chose. On ne peut pas avoir un projet pédagogique sur l'après-midi comme on l'a sur la journée. Ça n'est pas possible. Et ça, tous les animateurs que j'ai rencontrés me l'ont dit. On a souvent des enfants qui sont aussi plus difficiles, parce qu'un peu fatigués, parce qu'il y a eu le matin classe, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Et puis des enfants aussi, ça c'est beaucoup d'animateurs qui me l'ont raconté, qui disent, bon les activités ras-le-bol, hein. On en a tous les jours, donc on n'en a plus envie, on ne veut plus en faire. Donc finalement, quelque chose d'assez compliqué à organiser pour les animateurs. Et puis l'autre dérive que j'ai vue, c'est que sur le mercredi, quand il n'y avait pas classe, il y avait beaucoup d'associations, de clubs sportifs, etc., qui assuraient tout au long de la journée des temps d'activité. Comme il n'y a plus que l'après-midi, on a bousculé tout ça. Et il n'est pas rare de voir des enfants jeunes avoir une activité en fin de journée, parce que c'est le seul moment qui est offert par le club ou par l'association. Alors, quand on me parle de respect des rythmes de l'enfant, ça me hérisse le poil. Parce que faire une activité sportive à 18h à un enfant de 7-8 ans, c'est une aberration. C'est une véritable aberration par rapport à la qualité de son sommeil. Donc ce sont toutes ces raisons-là qui font qu'aujourd'hui, plus encore qu'avant, je milite davantage pour le samedi matin de classe plutôt que le mercredi matin. Des questions? Oui, une là. Bonjour, je m'appelle Céline dos Reis Conceição. Je suis maman de 3 enfants qui vont de 6 ans
à 13 ans. Je suis aussi déléguée des parents d'élèves et également secrétaire d'une association des parents d'élèves, donc ça m'intéresse fortement. Je me posais la question de savoir du coup concrètement comment vraiment dans le détail vous aménageriez la journée des enfants. Parce qu'aujourd'hui, il faut être lucide, les parents les déposent à 7h30 et les récupèrent à 18h30. Donc on a bien compris que les temps d'attente étaient pénalisants pour l'enfant, mais qu'à côté de ça, sur la pause méridienne, il était important que l'enfant apprenne à s'ennuyer. Mais une fois qu'on a fait ce parcours découverte, comment on occupe nos enfants jusqu'à 18h30 ? Alors, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous ai dit, 7h30, alors ça, c'est vrai dans certaines communes, mais pas partout. Comme je l'ai dit, je préconise qu'on organise, que les enfants viennent avec leur petit déjeuner pour qu'ils aient ce temps-là de prise de petit déjeuner entre 7h30 et 8h, ce qui leur permet de le prendre dans de bonnes conditions. Puis ensuite, il y a l'école qui commence. Donc, c'est vrai que dans la plupart des communes où j'ai travaillé, on commence à 8h30. Enfin, à 8h20, l'enseignant est là et ça commence à 8h30. Donc ensuite, de 8h30 à midi, les enfants sont en classe avec leur enseignant. De la façon dont je l'ai expliqué tout à l'heure, avec une réflexion sur les alternances pédagogiques, etc. Selon le nombre de services que l'on a, 1 ou 2, on a soit 1h30, soit 2 heures de temps méridien. Ça dépend. Dans la plupart des cas, on a eu 2 heures parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui mangent le midi. Donc, ça nous amène de midi à 14h. On aménage ce temps-là. Quand j'ai dit qu'on avait le droit de le laisser ne rien faire, ce n'est pas seulement s'ennuyer. C'est aussi se détendre, c'est aussi se relaxer. Et je pense qu'il faut vraiment aménager les espaces. Enfin, il y a des écoles où il y a des grands préaux qu'on laisse libres comme ça. Ce qui fait que l'enfant ne fait que courir d'un bout à l'autre du préau. Ça, ce n'est pas du défoulement, c'est de l'hyperexcitation. J'ai proposé à ces communes de sortir des paravents, ou même de les faire fabriquer, parce que ça ne coûte pas cher, et de faire des espaces dans le préau qui découpent le préau, qui permettent que ceux qui veulent jouer avec des caplas ou ceux qui veulent jouer avec des Legos, c'est un jeu calme, puissent le faire sans avoir peur de voir un ballon leur tomber dessus, ou un enfant qui court et tout démolir. Donc ça calme les enfants, ça les détend, mais ils prennent plaisir à le faire dans ce cadre-là. Après, quand on a 3h30 le matin, il nous reste 2h10 l'après-midi. Excuse-moi, tu as pas parlé depuis le début de la conférence de la sieste et de l'importance du coucher. Ah oui, tout à fait. Alors effectivement, la sieste des enfants, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit non plus. Je vous ai parlé des différences interindividuelles. Il faut que vous sachiez qu'il y en a une qui apparaît très tôt puisqu'elle apparaît avant 1 an. Et cette différence interindividuelle, elle fait qu'avant 1 an, on a des bébés qui sont petits dormeurs, moyens dormeurs ou gros dormeurs. Il est très clair que le petit dormeur avant 1 an le restera toute sa vie. Le gros dormeur avant 1 an le restera toute sa vie. Le vrai petit dormeur et le vrai gros dormeur. Ce qui veut dire que quand il rentre à l'école maternelle, il est toujours petit ou gros dormeur. Donc il est important, sur ce moment de creux méridien, que la sieste soit le mieux aménagée possible. Elle doit s'adresser à tous ceux qui ont besoin de sieste, c'est-à-dire les petites sections, sauf les quelques enfants, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, qui sont des vrais petits dormeurs, qui n'ont pas besoin de cette longue sieste. Or, bien souvent, on met toutes les petites sections et on s'aperçoit qu'il y en a toujours 1 ou 2 qui remuent pendant 1 heure sur son lit à se retourner dans tous les sens, etc., parce qu'il ne trouve pas le sommeil, qu'il n'arrive pas à s'endormir. Du coup, il gêne les autres et il se fait attraper. Donc non, il n'a pas besoin d'y aller, il aura besoin de se relaxer, de se détendre, mais pas d'aller... Par contre, chez les moyens et les grands, je l'ai vu dans certaines écoles que j'ai observées, il y en a qui attendent le 2e service et qui, dans la cour, pendant qu'ils attendent, sont couchés, prêts à s'endormir, ce qui est complètement aberrant. Donc j'avais proposé que ces enfants-là mangent au 1er service pour pouvoir aller faire la sieste. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la sieste doit prendre place dès la fin du repas. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'ils s'énervent 1 demi-heure dans la cour de récréation pour aller ensuite à la sieste. Là, c'est gâché d'avance. C'est dès qu'il a fini de manger, on regroupe les enfants qui vont à la sieste, ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains, les dents, etc. Ils se préparent et ils vont se coucher. Et là, vous êtes sûr qu'ils vont s'endormir rapidement et qu'ils vont faire une sieste qui ne va pas durer plus de 2 heures, c'est-à-dire 2 cycles à ces âges-là. C'est 60 minutes à peu près le cycle. Donc ça ne va pas durer plus de 2 heures et généralement à 15 heures, tout le monde est debout spontanément, sans aucun problème. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important
Pour tous les autres, c'est soit les jeux calmes dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des espaces de relaxation, de détente, regarder des BD, etc. C'est important à leur proposer à tous. On reprend donc la classe de 14h à 16h10, ou bien le parcours de découverte de 14h à 16h10 également, selon l'après-midi que l'on a libéré. À 16h10, il y a certains enfants qui repartent parce que les parents viennent les rechercher, et puis il y en a d'autres qui restent. Donc c'est le moment où ces enfants qui restent vont avoir leur temps de récréation, ils vont avoir le goûter, ce qui bien souvent les amène autour de 17h. Et puis là, il y a pas mal d'enfants qui commencent à partir également. Et puis il y a tous ceux qui restent après. Et donc pour tous ceux qui restent après, il faut vraiment qu'ils aient la possibilité de jouer librement, de faire un peu tous les jeux qu'ils ont envie de faire. Je dis souvent aux animateurs qu'on doit laisser les plus grands avoir envie parfois de rejouer à des jeux de petits et pas les stigmatiser en disant mais t'es grand, c'est pas pour toi, etc. S'ils en ont envie à ce moment-là, qu'ils le fassent. Moi, j'ai même des enseignants qui l'ont reconnu, puisque moi j'avais préconisé à ces enseignants de faire rentrer leurs enfants directement en classe le matin, et finalement ils l'ont fait également le midi. Et une enseignante de CM2 me disait, c'est incroyable, sur ces 10 minutes qu'ils ont quand ils sont dans ma classe, une fois qu'ils sont revenus, que moi je prépare mes affaires, etc., je leur ai dit, vous faites exactement CM2, ce que vous voulez. Vous avez le droit d'aller prendre ce que vous voulez. Et sa stupéfaction est venue de ce qu'elle s'est rendue compte qu'il y en avait un nombre non négligeable qui ouvrait la chauffeuse qu'elle avait ramenée dans la classe, puis qui se couchait dessus avec une BD pour se poser, etc., qui était bien, mais qu'il y en avait tout un nombre non négligeable, un autre nombre non négligeable qui allait chercher les perles et la pâte à modeler. Voilà. Et qui avait envie de jouer à ça pendant ces 10 minutes-là qui étaient à eux, sans que jamais personne ne leur dise quoi que ce soit sur t'es grand, t'es ceci, t'es cela. Et du coup, elle me disait, après, ils étaient bien, ils étaient prêts à démarrer, ils étaient dans de bonnes conditions. Et c'est pareil, entre 17 et 18h30, on doit les laisser faire à un certain moment des jeux qu'ils ont envie de faire comme ça, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils ont besoin de faire aussi des jeux où ils se sentent encore enfants, parce que c'est encore aussi des enfants. Et puis souvent, je leur conseille, pour les plus grands, d'essayer d'avoir un coin calme dans la pièce pour ceux qui veulent commencer à lire leurs leçons et à les regarder pour qu'ils puissent le faire à ce moment-là, ce qui dégage aussi du temps quand ils rentrent à la maison après. Donc c'est comme ça qu'on a organisé partout. Et donc à la maison, on fait la même chose. Oui, bien sûr. Ah oui, alors il y a une chose qui est importante que je n'ai pas détaillée ici, mais c'est les repas. Si j'ai insisté sur le petit déjeuner à 7h30 plutôt qu'à 6h30 parce que ce n'est pas le bon moment pour le prendre, c'est parce que c'est un moment très important pour les enfants. Et surtout, ne pas n'y mettre que des sucres rapides, que ce soit des sucres lents et des sucres rapides. C'est important pour le petit déjeuner. Et puis, si on respectait vraiment les besoins des enfants, c'est le midi qu'on aurait le plus de produits protéinés, qui peuvent être de la protéine végétale d'ailleurs, mais le plus de produits protéinés. C'est ça qui va aider à la qualité du sommeil. Ne pas zapper le goûter. Un goûter avec des sucres naturels, avec des jus de fruits, avec des choses comme ça. C'est très important aussi, parce que mieux le goûter est proposé de manière diététique, plus on va pouvoir alléger le repas du soir. Et plus on allège le repas du soir, mieux se fait l'endormissement et meilleure est la qualité du sommeil. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait à la maison, mais qu'on peut faire partout où est l'enfant. Merci. Nous, on a zappé le goûter. Hein. On n'a pas goûté, non. C'est vrai, ça. S'il te plaît. Alors là... Donc, d'autres questions. Monsieur le Président, peut-être que vous avez une question, peut-être pas une remarque plutôt. Non, une question. C'est parce que j'ai bien écouté. Bon, Alain Durand, je suis maire d'une petite commune qui, avec d'autres collègues, se sont battus d'ailleurs pour mettre en place ces nouveaux rythmes. Ça n'a pas été facile faire entendre le principe de toutes ces horloges et bien comprendre dans la journée à quel moment on pouvait faire ou pas faire tels exercices. Justement, par rapport à ces horloges, comment vous m'expliquez sur un décalage horaire dû à un voyage, certains vont en un jour, tout sera réglé, puis certains, il leur faudra la semaine, sinon plus, pour reprendre le bon rythme. Comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique par le fait que, comme j'ai dit, il y a des différences interindividuelles.
et qu'elles existent aussi là-dessus. Il est très rare quand même qu'en un jour tout soit réglé. C'est plus facile à décaler quand on va vers l'ouest que quand on revient vers l'est. Donc on va plus vite à se caler quand on va aux États-Unis que quand on en revient. Et ce n'est pas plus difficile parce qu'on en revient qu'on n'est plus en vacances, c'est parce qu'on est alors en avance de phase, alors que quand on va aux États-Unis, on est en retard de phase. Et il a été prouvé par des recherches qui ont été menées en laboratoire que l'avance de phase, c'est-à-dire s'obliger à se réveiller plus tôt encore que son horloge propre, est plus difficile et a des effets plus délétères sur les performances de la journée qui suit que le retard de phase. Donc ça a été démontré. Généralement, quand même ceux chez qui c'est rapide, il faut quand même compter quelques jours pour que vraiment toutes les horloges soient recalées. Mais de fait, il y en a chez lesquels, c'est le plus grand nombre quand même, où il faut plus de temps. Ça, c'est dans les expériences hors du temps qui ont été faites dans les années 50-60 qu'on l'a remarqué. Toutes les cohortes de jeunes qui descendaient dans les grottes pour pouvoir évaluer l'existence de ces rythmes biologiques descendaient sans aucun repère temporel. Pas de montre, pas de réveil, pas de journaux quotidiens, pas de radio qui leur dit au 3e top il sera. Donc ils n'avaient aucun repère temporel extérieur. Ils étaient leurs propres repères. Et on a constaté que globalement, il fallait à l'ensemble de ces cohortes environ 2 semaines pour que toutes les horloges soient à nouveau recalées entre elles. Toutes les horloges. Donc on a peut-être un sentiment de bien-être parce qu'on retrouve mais toutes les horloges ne sont pas recalées pour autant. Et c'est en fait quand on s'aperçoit qu'on reproduit très souvent ça, parce que ce n'est pas très grave quand on l'a fait une fois parce qu'on est parti en vacances et qu'on a eu un effet du jet lag, mais par contre quand on le reproduit en permanence, là ça devient délétère. Et c'est le cas des personnes à qui on fait changer de rythme tous les 8 jours en entreprise, tous les 8 jours. Ils sont tout le temps décalés. Et j'en ai rencontré beaucoup qui travaillent comme ça et qui me l'ont confirmé et qui m'ont dit j'ai énormément de mal à réussir à me recaler. Alors qu'il suffirait qu'on tourne toutes les 48 heures pour qu'il n'y ait pas cet effet-là. Donc les entreprises pourraient quand même avoir un minimum de réflexion par rapport à ce qui peut se faire pour éviter trop d'effets délétères. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Bonsoir. Valérie Mazot, je suis enseignante en maternelle, en petite section. Et moi, je m'interrogeais sur, je ne suis pas la seule d'ailleurs, sur les horaires d'école, entre les maternelles, les élémentaires, mais aussi les collégiens et les lycéens qui commencent très très tôt, les transports scolaires. Et voilà. Alors, savoir que chez les enfants jeunes, maternelle et même élémentaire jusqu'à 9-10 ans, si les rythmes sont respectés dans leur régularité, ce sont des enfants lève-tôt, pour la plupart. Ils sont lève-tôt. Donc commencer tôt le matin pour eux, ce n'est pas un vrai problème, parce qu'ils sont là, ils sont présents. C'est à l'adolescence que ça se complique. Au moment où la puberté apparaît, là, il y a de vrais changements hormonaux qui se font, et il y a chez tous les adolescents, au moment de la puberté, entre 10-11 ans jusqu'à 20 ans, ce qu'on appelle un retard de phase physiologique. C'est-à-dire que toutes les horloges sont décalées d'environ 1 heure, à peu près. Ce qui veut dire qu'ils vont s'endormir 1 heure plus tard, se réveiller 1 heure plus tard, prendre leur repas 1 heure plus tard. C'est vraiment un retard de phase physiologique lié à la puberté. Et de fait, comme vous le dites, on les fait commencer très tôt, ce qui les fait partir très tôt, ce qui est une aberration. Il y a plein de pays qui se posent la question à l'heure actuelle. En Angleterre, ils ont tenté, ils ont essayé, ils ont retardé toutes les heures des lycéens et ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'efficacité au travail est bien meilleure quand ils rentrent un petit peu plus tard dans la matinée, vers 9h par exemple, plutôt que 8h, etc. Donc, c'est quelque chose à laquelle on devrait effectivement réfléchir. Et entre un enfant de maternelle, un enfant de 3 ans et un enfant de CM2, il y a quand même une énorme différence. Non, pas énorme. Pas énorme du point de vue des rythmes biologiques. Le temps de sommeil est presque le même, à peu près, à un quart d'heure, une demi-heure près, le besoin en temps de sommeil. La seule chose qui a changé, et même pas à 3 ans, parce qu'à 3 ans, ils ont déjà leur rythme de plus grand. Avant 3 ans, c'est un peu différent.
parce que les cycles de sommeil sont plus courts et ils sont beaucoup plus constitués de sommeil profond et très profond, l'ensemble des cycles. C'est à partir de 4 ans que ça diminue et que ça devient un peu ce que sera un peu plus tard. Mais en fait, entre 4 et 10 ans, il n'y a pratiquement pas de différence du point de vue des besoins en termes de rythme biologique. Pratiquement pas. C'est après que ça change. Et d'ailleurs, chez les adolescents, et ça on ne le sait pas assez, outre ce retard de phase physiologique qui apparaît, il y a un autre besoin qui apparaît également, c'est qu'ils ont beaucoup plus besoin de sommeil paradoxal qu'un petit peu auparavant. À 12-13 ans, ils ont besoin de plus de sommeil paradoxal qu'ils n'en avaient besoin à 9-10 ans. Donc ça change aussi. Oui. Et en termes de nombre d'heures de classe? Alors ça, c'est tout autre chose. Alors ça, effectivement, c'est une autre question. Moi, j'ai toujours pensé que les tout petites sections n'avaient pas forcément besoin des 864 heures annuelles. C'est exactement ce qui se fait au Danemark. Le nombre d'heures annuelles de classe évolue avec l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'il y a moins d'heures chez les enfants jeunes, annuelles, et évidemment, plus ils grandissent, plus ils ont d'heures scolarisées sur l'année. Donc ça, oui, c'est une question qui me semble très pertinente. Moi, je pense que si les enfants de petite section de maternelle n'avaient que les matins, mais des matinées longues, ça leur bénéficierait tout à fait. Même 4 heures? Ah oui, l'école lilloise est toujours à 4 heures, avec des petites sections, avec beaucoup de 2 ans d'ailleurs, sur 4 heures. Ils ont les 4 heures. Ça a été très très bien géré, très très bien organisé, mais ils ont les 4 heures le matin et ça leur profite pleinement. Merci. Si vous le souhaitez, sur mon site, sur mon blog de site, j'ai mis des emplois du temps comme ça. Vous pouvez les voir, y compris avec des matinées de 4 heures pour les petits. C'est sur mon blog. Nadine, au lieu de parler avec ta voisine, il y a quelqu'un qui a une question juste là. Je voulais savoir, vous avez dû travailler justement sur faire un parallèle avec des autres pays mondiaux. Si justement il y a un pays qui se détache vis-à-vis justement du respect de rythme de l'enfant. Des envies de voyage. Oui, voilà. Non, mais surtout de savoir si ça fonctionne, dans quel pays ça fonctionne bien. Alors, c'est une question très compliquée parce que si ça n'était qu'une question de rythme, ça se saurait. Le problème, c'est que ce n'est pas que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas pour rien que je milite pour des matinées plus longues, c'est que ça se fait partout. Partout, partout, partout. On a toujours des matinées plus longues. Moi, j'ai travaillé avec une école italienne, ils sont à 5 heures le matin. Et dans tous les autres pays où j'ai eu des contacts, ils ont toujours des matinées plus longues, systématiquement. Alors quand je dis que ça n'est pas qu'une question de rythme, c'est parce qu'il y a quand même des pays où on a une vision de l'école qui est un peu particulière. Si vous allez dans les pays du nord de l'Europe, comme le Danemark, comme la Finlande, etc., l'école, c'est un lieu de vie pour eux. C'est vraiment un lieu de vie. Donc, on vient à l'école pour apprendre, etc., mais aussi pour vivre. Donc, tout est organisé comme ça. Vous avez aussi beaucoup de pays où la restauration scolaire du midi n'existe pas. Ça n'existe pas. Les enfants viennent avec leur repas et puis beaucoup d'entre eux mangent en classe avec leur enseignant, etc. Mais il n'y a pas une cantine, un restaurant scolaire, etc. Ce qui fait qu'on ne se pose pas les questions de la même façon par rapport à ce temps méridien, etc. Parce qu'on n'a pas les mêmes obligations. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une comparaison stricte et pure sur les rythmes. Mais par contre, ce qui ressort, c'est bien ça. C'est que partout, on privilégie les matinées par rapport au travail des enfants. Ça, c'est très clair. Ah, il n'y a absolument nulle part 4 jours. Si, il y a le canton de Genève qui était à 4 jours, le canton de Genève, qui était à 4 jours, mais ils ont rajouté le mercredi matin, mais parce qu'ils ont rajouté des heures. Ce n'est pas qu'ils ont étalé les heures qu'ils avaient sur 4 jours et demi, c'est que comme il y avait des heures en plus, et d'ailleurs j'avais été interviewée par une journaliste du canton là-bas, de la Tribune de Genève, qui me demandait ce qui me semblait préférable. Soit encore augmenter les journées, soit... J'ai dit non, là, si vous rajoutez encore des heures, qui est quand même une matinée de plus, quoi.
Mais ça ne s'est pas fait non plus super facilement. Mais par ailleurs, ça n'existe nulle part, nulle part, nulle part. En Allemagne, vous avez quelques fédères qui ont des écoles à 6 jours. En Italie également. En Russie, ils ont 6 jours de classe. Donc, nulle part, il y a 4 jours. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, une dernière question, Nadine? Oui, une question qui n'a pas été abordée. La préoccupation aujourd'hui des élus qui se retrouvent confrontés à cette question du retour éventuel à la semaine de 4 jours, ce sont les questions financières. La réforme a représenté un coût supplémentaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les élus avec lesquels tu travailles sur des communes donc, qui ne souhaitent pas revenir à la semaine de 4 jours donc, ne mettent pas en avance cet argument? Parce qu'on a travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que, par exemple, quand on est en intercommunalité, tout le monde a la même organisation, toutes les communes ont la même organisation, on ne libère pas la même après-midi, et ce sont les animateurs qui tournent. Donc, en fait, c'est un partage de moyens, un partage de ressources qui se fait, qui, du coup, fait faire des économies, véritablement. Et puis, moi, j'ai quand même envie de dire une chose à l'ensemble des élus qui sont concernés. J'entends bien que ça a un coût. Mais est-ce qu'on croit vraiment que la prise en charge de la violence, des échecs scolaires, ce n'est pas un coût bien plus important que le coût du bien-être des enfants? Donc, j'aime pas vraiment parler de retour sur investissement, mais j'y crois fondamentalement. Plus les enfants seront bien au décours de du démarrage de leur école, etc., pendant toute cette période-là, je suis persuadée qu'on aura moins de décrochage dans les collèges, qu'on aura moins de violence, qu'on aura moins d'agressivité. On le constate déjà dans ces écoles-là. On constate que ça a changé le climat entre les enfants, le climat d'école, etc. Donc ça, j'y crois fondamentalement. Donc c'est sûr que ce sont des choix politiques, mais pour moi, il est fait. Le choix politique, c'est d'abord améliorer le bien-être de l'enfant plutôt que d'essayer constamment de réparer tout ce qui ne va pas après. C'est un pays, la France, où on est plus dans la réparation que dans la prévention. Et ça me dérange énormément. Plus on fait de prévention, moins on a de réparation. Mais nous, on est toujours dans la réparation. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Et non, ne parlons pas des enfants qui en pâtissent quand même.